Bonjour à tous, pour le Zoom, aujourd'hui je reçois Agnès Thiel. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur TV Liberté. Bonjour et merci. Alors, vous êtes enseignante et directrice d'école, mais on vous connaît depuis 2 ans maintenant, plus exactement grâce à votre poste de députée de la 2e circonscription de l'Oise, un poste pour lequel vous avez été élue avec l'étiquette de La République En Marche. Néanmoins, vous siégez aujourd'hui en non-inscrit, on l'expliquera pourquoi, puisque vous avez été exclu par La République En Marche après des propos qui n'ont pas plu dans la majorité présidentielle. Vous êtes également fait connaître avec vos positions sur la loi de bioéthique et notamment vos positions contre l'extension de la PMA à toutes les femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à prendre cette position ? Alors essentiellement des raisons philosophiques. La première, est-ce que tout désir a vocation à être assouvi ? Et si la réponse est oui, c'est tout de même dangereux. Et ça signifie qu'on ferait une société gouvernée par nos seuls désirs. Est-ce que parce qu'on peut le faire, on doit le faire ? Et là aussi, ça me pose souci si la réponse est oui. Et enfin, l'argument « elles vont ailleurs pour le faire », j'ai un problème de liberté, parce que alors dans cette mondialisation, tout peut se faire un jour, sommes-nous libres ? Et cette conquête de droit à l'infini me pose aussi souci au niveau de la liberté. Vous voyez, c'est plus des questions d'ordre philosophique, mais du coup, si je n'ai pas la réponse, et j'allais dire presque vous n'avez sûrement pas la réponse à de telles questions qui engagent une réflexion beaucoup plus poussée, eh bien dans ce cas, je veux qu'on fasse valoir le principe de précaution qui vaut pour tout, et qui est dans la Constitution, sauf pour l'être humain. Tout de même, nous allons faire quelque chose que la biologie ne permet pas. Nous allons augmenter les possibles humains. Effectivement, c'est inquiétant. Effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles je m'oppose. Et puis, nous allons instituer dans la loi de faire venir des enfants sans père. Ça, on avait oublié de le dire. De la filiation, on avait oublié de le dire dans le programme, parce qu'on me dit c'était dans le programme. Mais on ne s'est pas vanté, dire vous savez, grâce à nous, il y aura des enfants sans père et il y aura des femmes seules avec enfants. On s'est bien gardé de le dire et on ne s'est pas vanté de le dire, parce qu'on aurait sûrement eu moins de voix. C'est le problème de cet acronyme. On a dit PMA, et on a compris ou on n'a pas compris d'ailleurs ce que c'était, mais en tout cas on s'est bien gardé de dire les conséquences et de dire que quand on votait pour la PMA, si vous votez pour moi, ça veut dire que vous votez pour faire des enfants seuls, sans père, avec femmes seules. Et quand je pose la question dans mes territoires et dans mes villages, les gens disent non, il faut un père, naturellement. Donc finalement, les gens n'avaient pas véritablement compris le programme d'Emmanuel Macron. C'est le programme d'Emmanuel Macron qui n'était pas clair. Je pense que le programme d'Emmanuel Macron n'était pas clair. D'ailleurs, je me rappelle d'une phrase sur RTL en 2016 où il avait dit on se fout du programme, ce qui compte c'est une vision. Il avait dit ça, et clairement. Et d'ailleurs, 120 000 fonctionnaires, c'était dans le programme, mais on ne le fait pas. Comme quoi, c'est très bien, pourquoi pas, mais comme quoi on peut parfois ne pas faire ce qui est dans le programme. Et j'estime que c'est pas parce que dans le programme qu'on doit le faire. C'est un être humain là qu'on va mettre au monde. Un être humain n'est pas un objet, n'est pas une promesse de campagne, n'est pas un projet. Un enfant, ça s'inscrit pas, ça s'enferme pas dans un projet. Il y a un avant, un après, quelque chose qui dépasse ses parents. Voilà. Pour moi, toutes ces questions d'ordre philosophique qui dépassent l'être humain, on doit demander réflexion et si on n'a pas de réponse, alors on ne fait pas. Mais s'engager à j'ai envie, finalement, in fine, c'est s'offrir un être humain. J'ai envie d'un être humain, j'ai envie d'un enfant. Et donc je me l'offre. Eh bien, un être humain, ça ne s'offre pas. Est-ce que vous irez manifester le 6 octobre aux côtés de la Manif pour tous et de nombreuses associations qui veulent justement limiter cette extension de la PMA et qui vont faire pression sur le Sénat, puisque sur l'Assemblée nationale, visiblement, ça va être un peu compliqué? Donc effectivement, j'irai manifester. Il y a une vingtaine d'associations. Je répondrai évidemment à l'appel. Pourquoi je répondrai à l'appel ? Parce que tout de même, les états généraux de la bioéthique n'ont pas été pris en compte. L'Académie de médecine n'a pas été pris en compte. Les collectifs de médecins, il y a eu plusieurs collectifs, ne sont pas pris en compte. Il y a des tas d'oppositions qui ne sont pas pris en compte. Seulement certains sont pris en compte, ceux qui vont dans le sens. Ceux qui vont dans le sens. Mais tout ce qui ne va pas dans le sens, faut avouer que ça ne va pas, ça n'est pas pris en compte. Moi, j'étais à la mission bioéthique. Nous avions pendant 3 mois entendu réaliser des auditions.
vraiment, soyons honnêtes, et vraiment je le suis, c'était 50-50. Nous avions entendu des juristes, ils étaient partagés 50-50. Les francs-maçons eux-mêmes étaient partagés 50-50. Et résultat, là, on impose quelque chose alors que la société était partagée 50-50. En fait, je vais manifester le 6 pour montrer que beaucoup de voix françaises n'ont pas été prises en compte. Moi, je suis arrêtée dans la rue, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « je n'ai pas voté pour vous », ce dont je me fiche complètement, mais bravo, vous portez la voix de ceux qui n'ont pas de voix, vous portez notre silence, continuez à parler, sinon qui le dira ? Eh bien, j'y vais pour eux, parce qu'effectivement, c'est pas Agnès Thiel, le monde entier se tape d'Agnès Thiel. C'est 1/577e des Français que je représente. Et c'est ceux-là qui n'ont pas été entendus via les états généraux de la bioéthique et autres. Donc, j'ai le devoir d'aller dans la rue pour les représenter. Alors justement, on a entendu le gouvernement à plusieurs reprises sur divers sujets, mais notamment sur la loi de bioéthique, qu'il réclamait la tenue d'un débat apaisé, calme, ample, que l'on puisse aller au fond des choses. Est-ce que c'est ce à quoi vous assistez au quotidien, alors que l'Assemblée nationale examine précisément le début du texte de loi ? Alors, maintenant que j'ai été exclue, effectivement, dans l'entre-soi, ça peut être qu'apaisé. En plus, dans ce cas, j'ai servi d'exemple. Donc, en fait, moi, ce qui m'a valu l'exclusion, d'abord, c'était drôle, c'est je nuis au projet présidentiel. Excusez-moi, mais c'est m'accorder beaucoup d'importance. J'ignorais qu'Agnès Thiel, toute seule, je n'ai pas une meute de frondeurs derrière moi, nuit au projet présidentiel. Qui se nuit très bien à lui-même d'ailleurs, tout seul. Oui, finalement, enfin, des gens étaient contre, effectivement. Donc en fait, c'est de l'avoir dit. On aurait bien voulu que je vote contre, mais il fallait que je me taise. Il fallait que je dise rien. Il suffit de ne rien dire et discrètement dans mon coin, je vote contre. Peut-être que certains le feront et tout ira très bien, pourvu qu'ils n'aient jamais parlé aux médias, pourvu qu'ils n'aient jamais exposé les raisons de leur vote. Comment peut-on laisser autoriser un député à voter contre, mais lui interdire d'en exposer ses raisons? C'est antidémocratique. La liberté d'expression est évidemment liée à la liberté de conscience. On ne peut pas autoriser un député à voter contre, mais l'en empêcher d'en exposer les raisons. C'est ce qui m'a valu d'être exclue, parce que j'exposais mes raisons un peu trop souvent et médiatiquement. Sauf j'étais la seule. Eux étaient une trentaine à exposer régulièrement via les réseaux sociaux. Chouette, la PMA pour toutes se fera. En tout cas, moi j'étais la seule et je répondais à chaque fois. Voilà ce qui m'a valu. Donc à partir du moment où on exclut ceux qui ont une voix dissidente comme moi, effectivement dans l'entre-soi, le débat peut être qu'apaisé. Alors on peut penser toutefois que il n'est pas anormal qu'un parti majoritaire, qu'un parti au pouvoir exige une certaine discipline de parti. Est-ce que finalement les débats au moins étaient autorisés à l'intérieur de La République En Marche, entre vous, entre députés de La République En Marche ? Alors tant que j'y étais, non. Je constate qu'après mon exclusion, ils ont eu des débats où ils disent qu'ils ont pu exprimer leur opposition. Mais le résultat elle-même, on peut exprimer qu'on est contre à l'intérieur de la salle Colbert à huis clos, sans médias, et les téléphones, c'était Thomas Mesnier qui les dirigeait, les téléphones des députés étaient laissés à l'entrée. Donc ils peuvent dire qu'ils sont contre, ça permet un débat apaisé, à condition de le dire à huis clos, sans téléphone, sans médias, dans la salle Colbert. Vous voulez dire qu'on vous confisquait vos téléphones finalement avant les réunions ? Moi, tant que j'y étais, non. Mais ensuite, quand il y a eu les soi-disant débats où chacun pouvait s'exprimer, salle Colbert, organisée par Thomas Mesnier, où justement, pour pas qu'il y ait de tweets ou pour pas qu'il y ait de fuite, les téléphones devaient rester à l'entrée. Donc, moi, je veux bien un débat apaisé, mais à huis clos, en salle Colbert, sans médias. Donc peut-être qu'ils ont réussi à s'exprimer. Dans ce cas, s'ils ont réussi à le faire, tant mieux. Je constate que Blandine Brocard, qui a exprimé un discours magnifique, elle a dit clairement, debout, dans l'hémicycle, pourquoi elle pensait qu'il y avait nécessité d'avoir un père pour un enfant. Eh bien, immédiatement, Ambroise Méjean, qui est le président des Jeunes avec Macron, immédiatement a tweeté en lui disant « On est d'accord avec le président ou partez, madame ». Immédiatement. C'est vous dire la tolérance de ce mouvement.
C'est ça qui me pose problème, parce qu'Emmanuel Macron se montre tolérant, et peut-être l'est-il d'ailleurs. Comment peut-on juger que ce qu'il dit est faux? Mais en dessous, il y a un mouvement, et les gens ne se rendent pas compte du côté sectaire et de l'intolérance de ce mouvement. Vraiment, je vous invite à voir, hein, Blandine Brocard s'est positionnée en disant que pour elle pense qu'il faut un père à un enfant, et immédiatement, Ambroise Méjean a tweeté et lui a demandé de quitter ce parti. Une forme d'autoritarisme, on pourrait dire. Alors évidemment, ça fait écho à une polémique récente, celle pendant un vote d'un amendement. C'était Richard Ferrand qui était au perchoir. L'amendement a visiblement été refusé, c'est du moins ce que prétendent les députés les Républicains. Mais Richard Ferrand a considéré qu'il avait en revanche été adopté. Étiez-vous dans l'hémicycle à ce moment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ah mais là, très clairement, j'y étais. J'étais au fond, puisque ma place est maintenant au fond. J'ai voté contre... Côté du radiateur. Voilà, contre comme les Républicains, et beaucoup de voix se sont élevées contre. Et effectivement, donc la main en l'air, il a à peine regardé, un petit peu, mais le gouvernement avait donné un avis favorable, il a dit qui est pour, donc il savait d'avance qu'il dirait comme le gouvernement, peu importe les doigts en l'air et les mains levées. Et donc, le gouvernement donne son avis favorable, dit qui est pour, qui est contre, il est adopté. Tout de suite, il dit comme le gouvernement. Alors qu'il y avait plein de voix contre. Moi-même, je me suis levée en disant, mais non, on est tous contre. Ouais, on est beaucoup contre, on est nombreux contre. Et après, Thibault Bazin s'est levé, Xavier Breton s'est levé, et honnêtement, ils ont raison. Ils avaient raison. Le problème, quand même, qui est un vrai problème démocratique, c'est que Xavier Breton avait raison. Ensuite, Thibault Bazin a demandé une suspension de séance pour discuter de tout ça, qui a été accepté, 2 minutes. Le problème, c'est que ces 2 minutes sont prises sur leur temps programmé. Le problème d'avoir décidé le temps programmé, c'est qu'on n'a pas le temps de vraiment discuter. En vérité, cette loi va passer à toute vitesse, et je constate que Richard Ferrand a tout pouvoir. Il peut même acter quelque chose de vrai, faux, ou de faux, vrai, et on ne peut pas répliquer, et on ne peut pas demander une suspension de séance, sinon c'est pris sur notre temps programmé. Autant dire, c'est à se demander le sens de la présence des oppositions. On ne serait pas là, ce serait pareil. Il dirait adopter. Et qu'est-il advenu justement de cet amendement? Il a été acté, adopté, comme ça a été dit. Donc l'Assemblée nationale, aujourd'hui, quand Richard Ferrand est président de l'Assemblée, finalement, a un rôle consultatif. En tout cas, il est président, donc ce qu'il dit, il a tout pouvoir. Il y a quand même un vide, ou un angle mort entre le pouvoir et le contre-pouvoir, là. On voit bien qu'il y a un problème démocratique. Parce que finalement, si l'opposition n'était pas là, de toute façon, tout ce que veut le gouvernement, ce sera acté comme tel. Et il suffit qu'il dise c'est acté, puisqu'il a tout pouvoir, pour que seul soit. Même si les doigts en l'air, les mains levées disaient le contraire. Il y a un vrai problème démocratique là dans notre pays, entre les mains levées que vous soulevez, entre le temps programmé qui de toute façon empêche les LR de demander une discussion plus ample, parce que ça prend sur leur temps. Je trouve qu'on est face à un souci démocratique. Emmanuel Macron est certes un individu, X, mais au-delà, il y a un groupe parlementaire et un mouvement qui s'appelle En Marche, qui pose un vrai problème. Là, il y a un petit problème démocratique, à mon avis. Un président de l'Assemblée nationale mis en examen, ça, c'est un problème ? Je pense qu'effectivement, il aurait dû La République En Marche n'a pas de chance avec le perchoir. Entre le homard breton, les mutuelles de Bretagne, c'est difficile. Non, je pense que c'était une mauvaise idée qu'ils se maintiennent, vraiment, surtout quand je revois les propos qu'il a tenus envers François Fillon il y a 2 ans. L'un n'est pas compatible avec l'autre. Moi, je constate, parce que j'ai été exclue, alors je vais parler pour moi, mais je constate que sur les bancs de l'hémicycle, il y a beaucoup beaucoup, en tout cas, j'ai une dizaine de collègues, je n'oserais pas les citer, de La République En Marche, qui ont des petits soucis judiciaires. On le sait, c'est dans les médias. C'est dans les médias. Et voilà, soit qu'ils sont mis en examen, soit qu'ils ont des petits soucis judiciaires. Moi, j'en ai aucun. Et je suis exclue. Vous n'étiez pas faite pour La République En Marche. Il n'y a pas d'homophobie à mon égard, parce que toutes ces associations-là, et les députés qui ont fait du chantage, qui ont menacé, qui ont dit c'est elle ou nous, qui ont signé les pétitions, comment ça s'appelle? Ces gens qui font du chantage pour obtenir ce qu'ils veulent. Tous ces gens-là s'y promptent à déposer plainte pour l'un délit. Et ils ont raison, l'homophobie est vraiment délictueux. Oui, que les gens comprennent bien, en 2018, vous avez tweeté
disait qu'il y avait un lobby LGBT à l'Assemblée nationale, des propos finalement dont vous vous êtes excusé pour sa forme, peut-être un peu virulente, mais pas pour son fond. Mais en tout cas, pour sa forme, je m'étais excusée. Surtout, j'avais déjà été jugée pour ça. Et c'était passé outre. En février, j'étais déjà passée en commission des conflits. Donc le débat n'était plus du tout là-dessus. En juin, faut être clair, le dossier était vide. J'ai été exclue pour une dizaine de tweets dont aucun n'est virulent. Peut-être que celui qui était le plus virulent, c'était celui concernant Gabriel Attal. Mais je disais ce qu'a dit le président de la République, c'est-à-dire d'être contre la GPA. Donc en fait, en France, on peut être contre la GPA, sauf quand on est secrétaire d'État. C'est vraiment, il y a des choses incompréhensibles. Il y a un sujet tabou. Si on ne va pas dans ce sens-là, on est exclu. Or, j'ai quand même des collègues qui ont des soucis avec la justice. C'est pire. Il y a une collègue qui était signataire, qui est actuellement en lancement de fonction. On le sait. Ces gens-là sont signataires, vivent au quotidien des choses pas trop morales. Moi, j'ai rien à mon encontre et je suis exclue. Il y a un vrai problème. Alors on est revenu sur cette petite vidéo de l'autoritaire Richard Ferrand. On a évidemment vu une autre vidéo circuler ces derniers jours. C'est celle d'Agnès Thiel, vous, qui arrive dans l'hémicycle, visiblement un petit peu en retard pour voter sur la loi de bioéthique, précisément, un vote que vous ne pourrez pas faire parce que justement vous êtes quelques secondes trop tard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Alors d'abord, sur les réseaux sociaux, je les remercie parce que là, ils m'ont fait une pub et une com. Je n'avais même pas prévu d'en faire ce week-end et du coup, ils m'en ont fait une merveilleuse. Donc merci à tous les internautes pour ce qu'ils ont fait. C'était peut-être pas leur but initialement. C'était peut-être pas leur but, mais alors là, ils m'ont servi. Ils peuvent même me servir de com les week-ends prochains s'ils veulent. Ça m'arrange. Non, pour parler plus sérieusement, d'abord, c'est pas la loi. Les gens viennent à moi en me disant mais comment ça, t'as pas voté contre la loi? Mais c'est pas la loi, c'était juste un article. Et bien sûr que je ne serai pas présente dans l'hémicycle jour et nuit durant tout ce temps. Ça, c'est clair. On se relaie. En l'occurrence, parmi les non-inscrits, c'est essentiellement Emmanuel Ménard et moi qui prenons la parole. Il y a aussi Jean Lassalle et Marie-France Leroux, mais on est essentiellement. Donc on se relaie. Et je lui avais dit, moi je suis à Perpignan, je prends l'avion ce week-end à telle heure. Ne t'inquiète pas, je serai là. Par contre, en revanche, jeudi, c'est elle qui est absente pour une raison X. Moi, je serai là. Voilà, on se relaie. Et donc, oui, parce que juste, je fais une parenthèse, les non-inscrits, c'est très difficile d'un point de vue logistique pour eux de participer à tous les votes. Il faut s'organiser un peu comme un mini-groupe. D'autant qu'on n'a pas de temps de parole. Là, il nous reste 5 minutes jusqu'à la fin. Donc on ne défend pas nos amendements, on dit défendu, parce qu'on veut se garder un petit peu de temps pour l'affiliation. Les articles 4, 14, 22, donc on n'a pas de temps. Donc moi j'avais une conférence à Perpignan ce week-end, un avion à Orly, le billet était acheté depuis des mois, j'étais absente à partir de 13h ce vendredi. C'était convenu comme ça depuis longtemps, j'aurais pas été là. J'étais même pas censée être là, sûrement que ça aurait été voté dans l'après-midi ou dans la soirée. Donc j'aurais pas été là de toute façon. Et là on n'aurait rien dit, on n'aurait rien vu. Bien sûr. Il s'avère qu'à cause du temps programmé, ça a sûrement été plus vite que prévu. Nous, on dit défendu, et peut-être que les LR ont aussi dit défendu, pour garder leur temps pour l'affiliation et pour les autres articles. Donc finalement, le vote a eu lieu avant, enfin plus tôt. Et je reçois un SMS en me disant « t'es encore là ou t'es déjà dans le taxi? Y a le vote. » J'y vais. Une chance, en plus une chance. Résultat, je pourrais voter. Et donc, j'y suis allée en courant. Et je suis arrivée dans l'hémicycle et on disait « le scrutin est ouvert ». Donc là, on sait qu'on n'a pas le temps d'arriver jusqu'au siège. Et vraiment, c'est le gag. C'était trop drôle. Et donc, j'ai écarté les bras, trop drôle. Et je suis aussitôt allée voir les huissiers pour qu'ils prennent en compte ma présence et donc mon vote. On peut aller voir immédiatement les huissiers. Et là, ils ont noté si tant est qu'on soit dans l'hémicycle. Si tant est qu'on soit dans l'hémicycle et qu'on le fasse immédiatement. Donc, je leur ai dit, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, on note votre intention d'avoir voté contre. Enfin, voilà. Donc, la parenthèse est close. Finalement, Agnès Thiel a voté ce fameux article. Si ce n'est qu'ils m'ont fait une belle com. Bravo. Alors, finalement, Agnès Thiel, vous vous êtes dite favorable à l'union pour les homosexuels. Vous avez un problème toutefois avec le terme de mariage. Vous vous êtes dite également contre la PMA pour toutes, contre la GPA, contre l'euthanasie. Mais qu'est-ce que vous êtes bien allé faire à La République En Marche? Écoutez, c'est mon histoire. Alors, le mariage, j'étais effectivement pour le mariage pour tous. Aujourd'hui, je me rends compte que ces termes sont empruntés au vocabulaire religieux. Et moi, j'étais absolument pas branchée religion auparavant.
Je me rends compte que c'est un des 7 sacrements, clairement. Et c'était en 1905, la séparation de l'Église et l'État. Et d'ailleurs, je remarque que les textes sont sensiblement pareils. Le texte à la mairie et le texte à l'Église vraiment se ressemblent infiniment. Ensuite, évidemment, il y a eu la loi de séparation de l'Église et de l'État. Les textes sont restés identiques et on a gardé le même mot. Je comprends que les croyants puissent être chagrinés par ce qui est leur sacrement. Je pense qu'il faudrait trouver un autre mot. Je dis ça parce que j'en ai pris conscience là avec la PMA, où certains, pour avoir un référent masculin qui remplacerait le père, alors que, soyons clairs, un père n'est pas remplaçable, hein, quel que soit le référent masculin. D'ailleurs, ça signifie qu'on reconnaît que l'altérité est nécessaire. Mais donc, il parlait... Quelle contradiction, oui. Quelle contradiction, voilà. Pour avoir un référent masculin, il disait, mais on peut faire un baptême républicain avec un parrain qui vient toutes les semaines. Et là, je disais, mais arrêtez avec ce vocabulaire emprunté aux religions. Enfin, le baptême est le sacrement qui rend les chrétiens catholiques. Enfin, inventer un autre mot. Alors, soit les gens n'ont pas bien fait la séparation de l'Église et de l'État, soit c'est de la provocation. Et comme en général, ces gens-là, qui surtout ne veulent pas entendre parler de l'Église et veulent un baptême républicain, mais surtout pas chrétien, en général, ils sont précisément anticléricaux, anti-Église. Donc je pense que c'est de la provocation. Enfin, il faut qu'ils trouvent d'autres mots que parrain, baptême. Voilà, enfin là, à mon avis, là, c'est de la provocation. Vous savez, c'est comme on vient d'assister à une messe formidable hier en hommage à Jacques Chirac, et tous les collègues anticléricaux disent surtout pas le mot messe. Hein. Ça, c'est solennel, service solennel, ça doit faire mal au ventre. Voilà, c'était quand même présidé par l'évêque, par l'archevêque de Paris. Il y avait une Eucharistie, enfin, c'était une messe avec des textes liturgiques, avec la liturgie, avec les textes de la Bible. Et en plus, c'était dans une église. Terrible. Voilà, c'est... Bon, ça ne m'éclaire pas, en revanche, sur ce qu'Agnès Thiel est allée faire à La République En Marche. C'est vrai, excusez-moi, je n'ai pas répondu à votre question. Mais écoutez, c'est toute une histoire. Moi, je suis issue de la dernière, d'un père qui travaillait à 13 ans, je travaillais à 16 ans. Il était ouvrier. Et donc, je peux vous raconter toute l'histoire ouvrière du siècle dernier, la SFIO, les congés payés en 36. Je vendais l'unité avec lui sur le marché à l'époque. Et j'allais aux manifs avec mes frères aînés. Et je me rappelle j'avais demandé, enfant, mais la différence entre la droite et la gauche. Et on m'avait dit, c'est les ouvriers et les patrons. Et comme enfant, visiblement, je ne saisissais pas tout bien. Pour me préciser, on m'avait dit, c'est les riches et les pauvres. Alors là, j'avais eu peur. Je dis, ah bon, et nous nous, ça va. Enfin. Et donc, j'ai pas du tout une histoire de droite. Je me suis jamais penchée sur la droite, sur ce qu'elle était, et le sens de la droite. J'avais 17 ans en 81. Évidemment, j'étais à la Bastille. J'avais entendu parler de l'Union de la gauche, le congrès d'Épinay, Marchais. C'est ainsi que j'ai débarqué au PS et que j'ai largué au congrès de Rennes en disant plus jamais on me mettra dans un parti, ça c'est clair. En revanche, je m'étais déplacée aux primaires de la droite, où j'avais voté aux primaires de la droite, et pour moi, de mon histoire, je franchissais un mur. C'était par rapport à l'histoire familiale que j'avais, attention, tu viens de voter à droite. Et même tu as dit que tu voulais un tel en président, alors que je ne m'étais pas déplacée aux primaires de la gauche. Et donc, on a eu un président, donc en 2016, j'ai dit, pourquoi la primaire de la droite, vous n'avez pas voté pour Emmanuel Macron, ou alors quelque chose m'a échappé? Non. Je m'étais déplacée aux primaires de la droite pour voter avec l'un des candidats qui était là. Mais ensuite, en 2016, ça a été pour qui je voterais pour l'année prochaine. Ni Hollande, ni Sarkozy. On avait donné pour les deux. Il n'y avait eu aucune primaire. Et donc, je me suis penchée sur ce que disait Emmanuel Macron. Et effectivement, aujourd'hui, je dirais qu'il sacralise tout. Il tient un discours de paix, de rassemblement, avec son en même temps, ça peut plaire à tout le monde, et qui peut être contre la paix, contre le rassemblement. Tous ceux qui voulaient se retrousser les manches pour redresser la France, je me disais, j'en fais partie. Le discours sur l'éducation, puisque je suis branchée éducation, me convenait. Le dédoublement des classes, mais surtout, c'était le retour aux classes bilingues, le retour au latin-grec, retirer le prédicat et remettre le COD. Je dis, enfin, qui comprend ce qu'on vit dans nos écoles. Donc voilà, pour les chômeurs, l'espèce de bonus-malus où on disait au bout d'une fois, vous dites non, ok, 2 fois, vous dites non, ok, mais la 3e fois, non, on retire les indemnités. Toutes ces choses-là, la valeur du travail, je partageais tout ça. Donc j'ai beau regarder, je partageais tout ce que disait Emmanuel Macron. Je me suis pas
pencher plus. Par exemple, Benoît Hamon, j'étais archi contre son revenu universel. Voilà. Parce que Fillon, 500 000 fonctionnaires de moins, ça faisait beaucoup. Voilà. Enfin, voilà comment j'ai atterri derrière Emmanuel Macron. Et par contre, ça a été une double vie. Je voulais vraiment qu'il soit président. Aujourd'hui, je me dis que je me suis fait avoir par la magie des mots, le pouvoir du verbe. Il est excellent. On l'a vu avec le discours des maires. Hein. Quel avocat est capable de tenir comme ça 6 heures sans fiche? Mais il nous explique comment penser. C'est-à-dire, il écoute, il explique, il dit oui, ça c'était autant jadis comme ceci, comme cela, mais maintenant il faut changer de logiciel parce que les choses sont comme ceci et comme cela. Et finalement, il explique aux gens comment penser. Et il faut changer le curseur. Et il faut avoir un autre regard. Si bien que là, voyez-vous, eh bien, ceci est une pomme. Et en fait, c'est ça qui nous explique, c'est que en vidant les mots de leur sens, on fait de leur concept, on fait un nouveau monde. Ça, c'est une pomme et ceci n'est pas une table. Et en fait, on est en train de créer un nouveau monde, vous voyez. Enfin, ça a l'air sot ce que je dis, mais c'est le début qu'on ne voit pas venir. Le mot parent, dans la loi École de la confiance, où ils voulaient nous mettre parent 1, parent 2. Ils l'ont mis. Alors ça a été retoqué au Sénat, mais résultat, ça l'est. Et du coup, les deux cases y sont. Au lieu de mettre parent, il y a écrit désormais responsable légal, père-mère, responsable légal, père-mère. Le mot sens parent, c'est pas ça. Un parent, c'est celui qui est sur votre arbre généalogique et un monument aux morts. Je peux très bien dire, tiens, ce nom-là, c'est comme le tien, est-ce que c'est un parent à toi? Vous voyez? On vide les mots de leur sens, et en les vidant de leur sens, ça les retire d'une racine et ça construit un nouveau monde qui, en tout cas, moi, m'inquiète. Dernière question, Agnès Thiel, finalement, est-ce que vous regrettez cet engagement? À l'engagement, pas du tout. J'invite tout le monde à s'engager. Absolument. Il faut absolument s'engager dans la vie politique ou autre chose, dans la vie associative, que sais-je. Mais la vie politique, parce qu'on ne peut pas laisser les autres décider pour nous. Il faut être là où se prennent les décisions et sinon, après, on peut guère se plaindre. Vraiment, tous les abstentionnistes ne doivent pas s'abstenir et aller voter pour qui que ce soit, peu importe. Mais il faut voter, il faut faire savoir son vote et il faut s'investir et il faut être là où se prennent les décisions, c'est important. Merci beaucoup Agnès Thiel. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était une ancienne députée de La République En Marche. À bientôt.